Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Hello, très belle semaine à tous et à chacun. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de la semaine. J'espère que vous démarrez bien votre semaine. Sinon, venez puiser ici l'énergie nécessaire pour attaquer cette semaine en toute beauté. Nous allons parler de Novembre bleu aujourd'hui avec un médecin qui sera donc là pour répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr. Et puis également vous envoyer une bonne dose d'énergie pour cette nouvelle semaine que je nous souhaite à toutes et à tous très joyeuse. Moi, c'est Juanita Blavautry, je vous installe et on se retrouve juste après. Du Westlife pour vous accueillir ce matin dans la balade matinale. Et voilà, nous sommes bien installés. J'espère que vous avez apprécié la chanson de bienvenue. Nous avons donc notre invité sur le plateau, Dr Ingrid Kagné-Tengue, gynécologue obstétricienne, qui nous fait honneur de sa présence ce matin. Bonjour docteur. Bonjour, c'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, voilà. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ah, ça va. On rend grâce à Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Super. Nous, on démarre toujours la semaine avec une belle recette. Si vous permettez, je vous envoie donc cette recette avant de démarrer les choses proprement dites. Alors, le secret pour une peau lumineuse, c'est dès le matin. Et souvent, on se plaît à passer des crèmes, des pommades, à se nettoyer le visage et tout. Mais tout se trouve dans ce que nous mangeons. Alors, pour ce matin, je vous propose de la carotte, de la betterave, du gingembre, du citron, du curcuma, du miel, du poivre noir, le tout mélangé dans un mixeur ou encore dans votre blender que vous allez placer dans votre bac à glace. Alors, le mélange va rester au frais pour la semaine. Qu'est-ce que vous en ferez? Le matin, dès que vous vous réveillez, vous prenez un glaçon de ce mélange ou encore deux, c'est vous qui voyez. Vous le placez donc dans votre théière ou encore dans votre tasse de café. Vous y ajoutez de l'eau chaude et voilà, vous démarrez la journée en toute beauté. Et ceci fait tout au long de la semaine ou encore tout au long du mois. Vous verrez que vous aurez une peau plus lumineuse, plus soyeuse et surtout, vous serez plus fraîche dans votre peau. Voilà pour le petit déjeuner de ce jour. Allez, dégustez. J'espère que le docteur a apprécié. Ah oui, complètement. Parce que voilà, la carotte, la betterave, riche en bêta-carotène, le poivre noir, on va dire un anti-inflammatoire naturel. Je sais pas, vous avez mis le concombre? Oui, j'ai mis plutôt le curcuma. Le curcuma, voilà, la curcumine qui est très bien pour la peau. Donc, c'est vraiment un cocktail riche en bêta-carotène, en antioxydants et en anti-inflammatoire. Que de bien pour la santé, surtout que c'est du naturel. Du naturel, voilà, vous en prenez au thé. Il y a du miel dedans, donc plus besoin de rajouter du sucre là-dedans, surtout pour les personnes âgées, on n'en a plus besoin. Non. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour que le corps produise son propre sucre. Et voilà, c'est parti pour avoir une belle peau tout naturellement. Alors, nous allons parler de Novembre bleu. Les hommes ont crié un peu partout au début de ce mois. Ah, on a fini de vous célébrer. À vous maintenant de nous célébrer. Voilà, nous sommes là pour vous célébrer aujourd'hui. Il s'agira de parler du cancer de la prostate. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop souvent. Parce que souvent on se dit que les hommes savent gérer leurs choses. Mais docteur, qu'est-ce que le cancer de la prostate? Alors, le cancer de la prostate, comme tous les autres cancers, c'est juste qu'à un moment donné, les cellules au niveau de la glande prostatique. En fait, c'est quoi la prostate? C'est une petite glande en forme d'amande qui est située devant la vessie et qui enroule l'urètre, d'accord? Donc, c'est un organe très important chez l'homme qui parfois, malheureusement, reste inconnu. Mais pourquoi? Parce que les hommes tiennent tellement à leur virilité, donc parfois traînent avant d'aller à l'hôpital. C'est simple. À un moment donné, les cellules au niveau de cette glande décide de ne plus suivre l'évolution normale. D'accord. Parce que quand une cellule naît, elle est appelée à mourir à un certain moment. Mais il y a certains facteurs environnementaux, personnels. On arrive à un stade où la cellule devient folle
et décide donc de ne plus mourir. Et qu'est-ce qui est la conséquence? C'est juste que la cellule se multiplie donc de manière désordonnée. Dans le jargon médical, on dit que le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules. Ouais. La cellule étant folle, elle évolue sous son propre compte, sans plus tenir compte des signaux que l'organisme lui envoie. Donc, c'est ça. Et donc, au niveau du cancer de la prostate, c'est que les cellules au niveau de la glande prostatique sont devenues folles et se multiplient de manière désordonnée. Oui. Là, on va parler donc du cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a quelque chose, un facteur de risque qui finalement crée la naissance de ces cellules là, au niveau de l'homme? Ok. Déjà, parlant de facteurs de risque, le simple fait d'être... Ah mais ça arrive, un mauvais chat dans la gorge ou plutôt dans le nez. J'espère que ça va mieux. Ça va. On vous offre peut-être une gorgée d'eau. Ça va aller. Bon courage. D'accord. Alors je parlais des facteurs de risque. Le simple fait d'être un homme, et surtout un homme noir, la race noire est plus prédisposée. C'est le premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est que plus on avance en âge, plus on est exposé à faire le cancer de la prostate. Avant, on parlait de 50 ans, mais malheureusement, à cause de l'occidentalisation ou bien de la modernisation du mode de vie, on remarque qu'on a des cancers de la prostate un peu plus tôt. C'est-à-dire, déjà à partir de 35 ans, il y a des hommes qui font des cancers de la prostate. On dit aussi que les hommes qui sont grands de taille sont plus prédisposés à faire un cancer de la prostate et finalement chutent sur le mode de vie. Le fait de manger trop de viande rouge, donc mes amis qui aiment la viande de porc, la viande de bœuf, les brochettes par ici, par là, attention, on a ce qu'on aime aussi les week-ends, on aime chiller. Voilà. Oui, l'alcool, c'est un facteur de risque et le tabac aussi, c'est un facteur de risque. Donc, dans les facteurs de risque, il y a le simple fait d'être un homme noir, la race noire est plus prédisposée. On disait avant 50 ans, mais là, on est en train de revenir à 35 ans. On a le mode de vie. Trop de graisse animale, attention, c'est pas bon pour notre prostate. Trop de sucre également, c'est pas bon pour notre prostate. Trop de farine de blé également, c'est pas trop bon pour notre prostate. L'alcool, attention, et finalement le tabac. Donc, ce sont les principaux facteurs de risque qui ont été élucidés jusqu'à présent. Mais il y a également des familles où il y a des mutations génétiques qui fait que voilà, le papa lui a fait un cancer de la prostate, les enfants peuvent également faire un cancer de la prostate. Mais avant encore une décennie, on n'en parlait pas trop, où les gens en souffraient seulement qu'ils ne savaient pas que c'était ce mal. Merci, c'est ça au fait. Les gens en souffraient et ils ne savaient pas que c'était ce mal. Vous voyez, lorsqu'un homme, quand je prends par exemple le cancer de la prostate, j'aurai une difficulté à uriner, bien je vais faire pipi un peu plus fréquemment. J'aurai également mon érection qui va prendre un coup. Alors, dans le couple, c'est l'homme qui est, voilà, on va dire le chef de la famille. Lorsque l'érection prend un coup, il n'arrive pas à en parler avec sa partenaire. Il a même du mal à aller à l'hôpital. Donc, il y a sûrement eu des cas de cancer de la prostate qui n'ont jamais été diagnostiqués et les hommes sont morts de cela. Mais parce que nous sommes à l'ère de la digitalisation et que tout se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet, dont l'information, ça va très vite. Avec la genèse de Novembre Bleu, l'information se dissipe et tout le monde commence par s'écouter et surtout par aller à l'hôpital. C'est quand vous irez à l'hôpital, on va vous demander des analyses. Vous allez faire ces analyses-là et c'est là qu'on pourra dire oui, vous avez des signes ou bien non, vous n'avez pas des signes. Donc, moi, je dis merci à la digitalisation qui nous fait du bien, même si c'est un couteau à double tranchant. Nous avons interrogé sur ce plateau par la consoeur Isabelle. Bonjour Miss. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Alors, je vais bien, merci. La semaine a bien démarré, j'espère. Oui, très bien. D'accord. Nous parlons donc du cancer de la prostate ce matin, un cancer qui fait de plus en plus mal. Tu auras le temps donc d'envoyer tes questions aux médecins. Alors, tout à l'heure, docteur, vous avez parlé d'urine fréquente. Mais également, on nous conseille à l'hôpital de boire très souvent. Naturellement, quand vous buvez beaucoup, vous urinez beaucoup. Comment savoir quand cette urine-là est facteur de risque ou encore c'est en train de nous envoyer vers le cancer de la prostate ou si c'est de l'urine naturelle en fait? Ok. Lorsque je parle d'urine fréquente, ce que nous appelons par exemple des pollakiuries ou alors
le gros thème même, c'est la dysurie, c'est-à-dire un trouble de la miction. Vous allez remarquer que vous allez aller faire pipi. Quelques minutes après, vous aurez encore envie de faire pipi. Et lorsque vous faites pipi, ce n'est pas complet, au fait. Ça peut vous pouvez avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. D'accord. Ça peut vous brûler un tout petit peu. Mais faites pipi un peu. Quelques minutes après, vous avez envie de faire pipi. Or, nous savons que lorsque nous nous hydratons, lorsque je fais pipi, c'est Ça peut parti prendre encore. un temps. Voilà, avant que l'envie de faire pipi ne revienne. C'est vraiment un signe qui appelle chez les hommes. Lorsqu'un homme vient en consultation, par exemple, il te dit, docteur, j'ai remarqué que je fais pipi un peu plus fréquemment, j'ai des petites douleurs au bas-ventre. Avant même de penser à une infection urinaire, on pense également à la prostate. Et c'est là où vous demandez, par exemple, de faire un dosage de l'antigène spécifique de la prostate. Et lorsque c'est élevé, ça peut être un adénome prostatique simple, ce qu'on dit hypertrophie bénigne de la prostate, et que tout le monde crie « j'ai la prostate, j'ai la prostate ». Ou ça peut cacher également un cancer de la prostate. Maintenant, le geste assez désagréable que nous, les médecins, on fait, c'est le toucher rectal. Vous êtes d'accord que les hommes, lorsqu'on parle de virilité, ils aiment parfois ne pas aller jusque-là. Or, c'est ce geste-là qui permet vraiment de se dire oui. Le début au nom de la maladie. Parce que la prostate, normalement, n'est pas accessible lorsqu'on vous fait un toucher rectal. Mais lorsqu'on arrive à toucher la prostate, ça veut dire que ça va monter de taille. Maintenant, comment ça se présente? Est-ce que c'est une augmentation régulière ou bien c'est une prostate qui est devenue dure, irrégulière? Ce sont ces différents trucs-là qui nous parlent. Et puis, on se dit, bon, pourquoi pas pousser un peu plus le diagnostic, aller faire une échographie et pourquoi pas une biopsie pour asseoir le diagnostic et commencer la prise en charge. Parce que oui, diagnostiquer tôt, c'est parfait. Et comme tous les autres cancers. Mais malheureusement, les hommes viennent un peu à un stade tardif, oui. Alors, pour détecter cette maladie, vous avez parlé de 2 analyses, mais il faut d'abord aller chez le gynécologue pour se faire... Bon, voilà. Pas le gynécologue. Pas le gynécologue. Vous pouvez venir chez le gynécologue. Oui. Moi, je vais vous demander les analyses. Et quand je remarque que l'antigène spécifique de la prostate est élevé, je remarque qu'à l'échographie prostatique, il y a une anomalie, alors je vous envoie chez l'urologue. Parce que même si le gynécologue peut poser le diagnostic, ce n'est pas au gynécologue de prendre en charge. C'est la raison pour laquelle il y a des spécialisations en médecine et chacun se contente de son domaine. Parce que à dire que je vais prendre en charge un patient souffrant, par exemple, d'un cancer de la prostate, je suis en train de dire du n'importe quoi, d'accord? Je remarque une modification, je vais à l'hôpital. Je peux aller voir un médecin généraliste, je peux aller voir un médecin gynécologue, parce que oui, nous recevons beaucoup d'hommes en consultation, oui. Maintenant, quand vous venez, on discute. Et dépendamment de ce qui sort de la discussion, je vous demande un bilan biologique qui est l'antigène spécifique de la prostate. Et je vous demande également une échographie prostatique. Quand vous faites ces 2 analyses et que vous m'apportez, en fonction des résultats, je vous envoie chez l'urologue qui saura mieux vous prendre en charge. Et lorsque vous irez chez l'urologue, il va vous faire un toucher rectal, il va bien examiner votre prostate, il peut décider de faire une biopsie, il vous fait la biopsie, on envoie chez le médecin anatomopathologiste qui nous dit oui, c'est un cancer de la prostate, non, ce n'est pas un cancer de la prostate, et toute la panoplie de traitements suit. Il y a la chirurgie, on peut vous enlever toute la prostate ou bien une partie de la prostate. Il y a la chimiothérapie qui peut également être faite et puis il y a la radiothérapie. Notons qu'au Togo actuellement, tous ces traitements-là sont possibles. Oui. Alors, Novembre bleu, nous y sommes. Isabelle, est-ce que tu as fait un constat particulier en ce qui concerne le cancer de la prostate chez les hommes? Bon, le constat, c'est déjà le fait que les hommes ne veulent pas trop en parler, comme madame vient de le dire. Et aussi, moi, je pense qu'ils ne savent pas exactement à quel moment ça commence. Donc déjà, je vais poser la question de savoir. On sait tous qu'une maladie, ou bien, je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais une maladie, quand ça commence, on ne le sent pas vraiment. C'est après une durée qu'on commence par voir les manifestations. Donc, moi, ma question déjà, c'est de savoir si... quand la maladie commence, c'est après combien de temps on peut vraiment constater, on peut vraiment sentir qu'on ne se sent pas bien. Plus ou moins, je pense que la réalité, c'est que parfois, il y en a qui en souffrent, mais ils ne savent pas. Quand ça a déclenché. Oui, quand ça a déclenché. Peut-être même ils négligent le fait... Bon, souvent on se dit, aujourd'hui, je me suis réveillée, j'avais un peu mal au bas-ventre, mais ça va.
demain, on se sent un peu bien. C'est après peut-être des mois qu'on se rend compte que le mal là que j'avais eu tel jour, en fait, c'était un début de cancer de la prostate. On va Donc, laisser donc le médecin répondre à la question. Alors, j'aime beaucoup cette question. Oui. Et ça rejoint ce que je dis, c'est la prévention. En tant que ce n'est pas forcément un homme, ce n'est pas forcément une femme, mais dès qu'on est, bon, je prends le cas des femmes, dès qu'on a ses premières règles, on doit avoir son gynéco ou on doit avoir sa sage-femme. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que les hommes font également cette routine-là d'aller chez le... J'en viens. Et les hommes, à partir de 20 ans, 25 ans, vous devez avoir un urologue. Ce n'est pas d'attendre d'avoir des manifestations avant d'aller à l'hôpital. Parce que le plus souvent, la maladie commence ou bien se développe à bas bruit. Et lorsque vous avez déjà les manifestations, c'est que, attention, on est déjà quelque part. D'accord? Si vous avez un médecin qui vous suit, à partir de 30 ans, vous faites votre premier PSA, on se rend compte que c'est normal. 2 ans après, parce que c'est juste une prise de sang. Oui. Et ça ne coûte pas les cheveux de la tête. Vous faites ça et que ce suivi-là, il est régulé. Dès que le docteur va remarquer qu'il y a une discrète augmentation, là, ça va commencer par lui parler. Pourquoi j'ai cette augmentation? Or, avant, il n'y avait pas ça. Mais malheureusement, on n'a pas cultivé la culture d'aller à l'hôpital. On attend de se sentir mal avant d'aller à l'hôpital. Quelle doit être la fréquence d'un homme, d'un jeune homme ou encore d'un garçon? Au moins une consultation urologique l'année. D'accord. Au moins une consultation urologique l'année. Par an. Oui. Sincèrement, c'est le message que je peux passer ici. Allez à l'hôpital, allez voir un urologue au moins une fois l'année. Vous êtes déjà sexuellement actif. Voilà. Allez-y. Vous allez payer, peut-être si c'est en clinique, vous allez payer 8 000 francs pour une consultation. On vous fait un bilan, on va se dire par exemple 30 000 francs pour vous dire que tout va bien. Pour toute une année. Pour toute une année. C'est parti pour l'année prochaine. C'est parti pour l'année prochaine. De telle manière que le jour où il y aura un petit pépin, votre médecin saura, là où nous sommes en train d'aller là, c'est pas très bon pour vous. Je pense qu'on doit accélérer comme ça. Donc, ce n'est pas attendre d'avoir des signes, mais c'est de prévenir. Alors, ma prochaine question, c'est de savoir si on a autant d'urologues que nécessaire ici au Togo qui peuvent quand même consulter tous ces hommes qui en ont besoin. Bien sûr. Moi, je dirais que oui. Il y a de cela 4 ans ou 3 ans en arrière, on n'avait pas assez d'urologues. Mais actuellement, on a assez d'urologues à Lomé, à Kara, à Sokodé. Et cette année, il y a le 2S, c'est-à-dire il y a des urologues qui viennent, il y a des médecins qui veulent devenir urologues qui se spécialisent au Togo. D'accord. Donc, on peut dire que d'ici 4 ans, on aura encore plus d'urologues. Donc, allez au CHU. Au CHU, il y a toute une panoplie d'urologues pour vous accompagner. Allez dans les cliniques, ils sont là. Au CHU, la consultation, c'est à 3 000 francs. Donc, aucun homme ne me dira qu'il n'a pas pu cotiser 3 000 francs au cours de l'année pour aller voir un urologue. Aujourd'hui, en plus, on a beaucoup plus de facilité en termes de santé avec votre carte, AMU ou encore de la CNSS. Oui. Vous pouvez avoir des réductions. Je pense que, comme vous le criez aux femmes, allez vous faire dépister tôt pour le cancer du sein, pour le cancer du col de l'utérus. C'est à vous maintenant que nous allons crier ça dans les oreilles. Je pense que ça devient un ultimatum pour chaque homme d'aller faire son bilan chez l'urologue dès à présent. Durant tout ce mois, je pense qu'on va le marteler dans vos oreilles. Et si possible, amener une liste de médecins ou les trouver peut-être très rapidement, que chacun aille quand même faire son dépistage précoce. Alors, en matière d'urologue, pour ne pas faire une publicité ou quoi que ce soit, si vous allez au CHU Sylvanus Olympio, vous allez avoir au moins 1 ou 2 urologues. D'accord. Si vous allez à l'hôpital Dr Lafière, vous allez avoir 1 ou 2 urologues. Si vous allez à la clinique Tamba à Sauterre, à la clinique Hôtel Deli, à la clinique Biassa, bref, dans toutes les cliniques dignes de ce nom, vous allez trouver un urologue. D'accord. Maintenant, tout dépend de la poche de tout un chacun. Si je sais que je n'ai pas assez de moyens, je vais au CHU. Je sais que j'ai un peu plus de moyens, je vais en clinique. Et peu importe le lieu où vous irez, le traitement sera le même. Au CHU, ça peut traîner un tout petit peu parce que voilà, vous êtes un peu plus nombreux. Oui, la liste d'attente est voilà. Mais si vous persévérez, vous allez finir par être vu par un urologue. Vous aurez votre bilan que vous allez faire. Puis vous allez ramener ça. Donc, que personne ne dise plus que l'information ne passe pas. L'information passe. Oui. Et actuellement, il y a des réductions dans des cliniques sur ces bilans-là. Oui, justement, parce qu'on a décidé de faire de novembre également novembre bleu. Oui. Donc, il y a des réductions en clinique.
de Talafière, par exemple, il y a une réduction et sur la consultation et sur les bilans. Je pense également à la clinique Hôtel des Lits. Il y a également une clinique au niveau derrière le CHU, j'ai juste oublié le nom. Ils ont lancé la campagne le samedi dernier avec une séance de sport, de sensibilisation et tout. Il suffit juste d'aller sur les réseaux sociaux et vous allez avoir la bonne information, où aller, quand aller et combien tenir afin d'avoir accès à ce dépistage précoce-là. D'accord. Alors, c'est vrai que Isabelle a posé la question tout à l'heure de savoir quand est-ce que ça déclenche, mais chez soi, à la maison, comme on le dit aux femmes, palpez vos seins, les hommes, quel doit être le geste quotidien ou encore la mesure à adopter au quotidien pour peut-être avoir des signaux, des alertes? Déjà, c'est de se connaître. C'est le premier point. Quand je me connais, je sais que, par exemple, d'habitude, je n'urine pas comme ça. D'habitude, mon érection, elle est comme ça. D'habitude, je n'ai pas mal au bas-ventre. Et dès que ces petits signaux-là commencent, ça me met en alerte. Je vous ai dit tout à l'heure que la prostate n'était pas accessible. Donc, parler, par exemple, de palpation de la prostate, c'est assez compliqué. Parce que c'est un organe vraiment interne. Et pour aller le toucher, il faut passer par l'anus et remonter. Vous voyez? Et c'est accessible lorsque il y a un souci. D'accord? Maintenant, en matière d'appareil génital masculin, vous pouvez par exemple faire une palpation de vos testicules. Parce que oui, les testicules également peuvent également être atteints. D'accord. De la même manière que nous, les femmes, on demande de toucher nos seins et tout. Vous pouvez également toucher vos bijoux pour voir est-ce que la forme, est-ce que la taille, est-ce que ça a changé. Parce qu'on peut avoir une varicocèle, on peut avoir une hydrocèle. La varicocèle, c'est juste que les veines au niveau de votre testicule a changé. L'hydrocèle, c'est qu'il y a eu de l'eau qui est venue se gorger au niveau de vos testicules. Vous pouvez ressentir que d'habitude, c'était vraiment molle, mais ça devient un peu plus dur. Voilà, ça cache beaucoup de choses. Donc, c'est de prendre le temps de toucher ces testicules de temps en temps. Mais côté hygiène également, de bien se laver, de bien laver le pénis aussi, de laver en arrière et tout. Tout ça sont des petits gestes qui quotidiens, qui font qu'on a une meilleure santé. Maintenant, au-delà de cela, c'est de vraiment savoir qu'est-ce que je mange et comment est-ce que je prends soin de ma santé mentale. Parce que oui, ce n'est pas juste une affaire de facteur de risque, c'est une affaire qui est réelle. Vous voyez? Parce que indirectement, lorsqu'on a une atteinte au niveau du cancer de la prostate ou bien d'une anomalie au niveau du testicule ou bien au niveau du pénis, c'est la fertilité de l'homme qui prend un coup. Voilà. L'homme, il n'est plus viril, il n'arrive plus à avoir des rapports sexuels de qualité avec son épouse, ou alors les spermatozoïdes diminuent en qualité et en quantité. Donc déjà, l'alcool, c'est pas bon pour nos spermatozoïdes. Le tabac, c'est pas bon pour nos spermatozoïdes. Alors, comment avoir une bonne hygiène alimentaire afin de booster sa santé reproductive côté masculine? Premièrement, boire assez d'eau. Au réveil, prendre au moins demi ou bien 1 litre d'eau. D'accord? Faire l'effort de manger beaucoup de fruits. Les gens me diront que les fruits sont chers, je suis d'accord. Mais par exemple, prendre une orange par jour, prendre une banane par jour. Mais faire un must avec les légumes. Je mets en avant les légumes de chez nous. Oui, la tomate. Voilà. C'est un très bon allié pour la santé masculine. Les pépins, parfait. Ah oui, ce que nous jetons là. Ce que nous jetons, voilà. Ce que nous aimons jeter là. Le matin, je prends une tomate que je lave bien, je divise. Je prends ça le matin parce que c'est riche en lycopène qui est bonne pour la santé reproductive masculine. Aussi bien pour les spermatozoïdes que pour nos testicules, bien pour la prostate. Ils nous diront merci toute la vie. Je prends la pastèque qui est également riche en lycopène, qui est très bon pour les hommes. Donc, chères femmes qui nous écoutez, les matins, prenez sur vous, lorsque vous faites la salade avec vos maris, de bien mettre une bonne quantité de tomates. Et quand vous mettez ça, je ne veux pas que vous mettez de mayonnaise dessus, s'il vous plaît. Soyons d'accord. Vous prenez un geste de citron, un petit yaourt nature. À la place de la mayonnaise. Ah oui, on est bon pour notre sauce vinaigrette. Ou bien vous prenez l'avocat, parfait encore pour la santé masculine. C'est meilleur que la mayonnaise. Donc d'ailleurs. Vous mixez avocat, geste de citron. Vous mettre un peu de feuilles de menthe. D'accord. Et puis un peu de céleri. Oui. Un peu de yaourt mixé. Vous avez une sauce vinaigrette. Vous faites votre sauce vinaigrette. Nature, parfait. Donc sinon les femmes vont faire ça, elles vont puiser la mayonnaise et vous gâtez tout.
La pastèque, vous pouvez mixer le matin. En faire un jus. Voilà. Voilà. Un bon verre. À côté, il y a le souchet et fio. C'est parfait également pour la santé masculine. D'accord. Donc, vous leur faites du lait de souchet à la place du lait de vache qui n'est pas toujours bon à partir d'un certain âge. Nous, par exemple, ici, nous devons plus prendre le lait de vache. Oui. Mais parce qu'on n'a pas la bonne information, on passe le temps continue d'en prendre. Voilà. Oui. À côté, il y a le lait de souchet, il y a le lait d'amande. Et le lait de soja, c'est bon également. Soja, oui. C'est bon? C'est bon. Il y a le lait de coco. C'est bon également pour les hommes. Il y a le gingembre, il y a le curcuma. Vous leur faites ça, ils prennent. C'est parfait pour leur santé. Maintenant, vous allez essayer de réduire la viande rouge. Ils ne doivent plus trop manger le bœuf. Ils peuvent manger 1-2 fois en passant, mais ne pas en faire une habitude. Quelle viande donc est l'idéal? La viande blanche. D'accord. Du poulet. Les crustacés? Oui, du poulet, du lapin, la pintade, voilà, et crevettes, crabes, tout ça. Poisson. Bon. Oui, poisson plus le maquereau. D'accord. Comment on appelle mon ami là? Le saumon. Le chinchard? Le chinchard aussi. C'est parce que c'est riche en antioxydants et c'est parfait pour la santé reproductive, aussi bien masculine que féminine. Parce que ça a été prouvé. Lorsque les hommes viennent, par exemple, en consultation pour un désir de paternité, par exemple, le simple fait de revoir comment ils mangent les aide parfois à avoir des grossesses de manière spontanée. Donc, de rendre enceinte leur femme de manière spontanée. Naturelle. Et à côté également, l'alcool, s'il vous plaît. Doser sur l'alcool. Lorsqu'on veut prendre soin de sa santé, ou bien lorsque les gens viennent par exemple en constater qu'ils veulent un bébé, ils veulent faire un sevrage alcoolique au moins de 6 mois, le temps d'avoir un bon résultat. Sevrage total? Oui, total. Waouh. Total. Soit on veut l'enfant, soit on ne veut pas l'enfant. Le tabac aussi. Et on fait du sport. Je n'ai pas demandé de courir. On peut faire de la marche. On marche, oui. On peut danser. Le plus important, c'est de transpirer et d'éliminer les toxines qui sont dans notre organisme. Et finalement, comment est-ce que je gère le stress? Parce que le stress, ce n'est pas bon pour notre santé reproductive masculine. Le stress dénature les spermatozoïdes. Ça altère leur qualité. Donc, comment je gère mon stress? Quand j'ai un événement sur lequel je ne peux pas agir, je laisse couler au fait. Il faut qu'on apprenne à développer ces techniques-là qui font qu'à un certain moment, ce lâcher-prise-là nous fait du bien. Oui. C'est un truc que les hommes doivent aussi apprendre. Oui. Parce que malheureusement, ce sont eux qui doivent apporter de l'argent. Ce sont eux qui vont faire ceci. Non. Vous êtes en couple, c'est pour ça que vous avez une aide qui est votre épouse pour vous soutenir. Ne pensez pas que vous pouvez tout porter sur vous. Et parfois, ils aiment se taire et n'aiment pas discuter avec leurs épouses. Ils préfèrent se dire non, pourquoi je vais montrer que je suis faible? Non. C'est en discutant, par exemple, avec votre épouse, bien si vous n'êtes pas marié avec votre mère, par exemple, que vous allez peut-être diminuer le poids qui est de tout ce que vous prenez comme charge. Donc, on mange bien, on fait du sport et on prend soin de sa santé mentale. Un peu, on s'écoute. On touche ces testicules de manière fréquente et dès qu'on a un petit souci, on se rend immédiatement à l'hôpital. On n'attend pas de dire que je vais aller prendre un antibiotique et puis ça va aller. Non. Actuellement, on remarque une flambée de résistance aux antibiotiques parce que tellement on en fait des petits bonbons. Dès que j'ai un petit souci, je vais, on te dit, ok, prends ça. Et finalement, au moment où on a besoin de l'antibiotique, on se rend compte que ça ne marche plus. Des fois, j'ai une patiente qui me faisait une infection urinaire. Lorsqu'elle a fait le CBU, c'est l'étude cytobactériologique des urines, avec l'antibiogramme, le germe qu'elle avait été résistant à presque tous les antibiotiques. Quoi? Oui. Et c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on a l'habitude de faire des antibiotiques, des petits bonbons. Alors qu'à côté, on peut prendre d'autres choses. On peut, par exemple, mais souvent, ce sont des prescriptions médicales, ces antibiotiques que nous prenons. Les antibiotiques, actuellement, nous, en tant que médecins, on fait l'effort de ne plus en prescrire comme ça. Tant que je n'ai pas la preuve de l'infection, je ne mets pas d'antibiotiques. Je fais la recherche. Quand je trouve le germe, je mets l'antibiotique. Là, par exemple, en gynéco, je prends le cas de la gynéco. Lorsqu'une femme vient, par exemple, me voir et qu'elle a des pertes anormales, nous avons un organigramme que nous suivons. Quand les pertes sont, par exemple, verdâtres ou bien jaunâtres, je sais que tel antibiotique marche. Donc, je mets juste cet antibiotique. Juste ça. Elle me fait le PV avec l'antibiogramme. Maintenant, si on me dit qu'il y a un autre germe qu'on a retrouvé et qu'il est sensible plutôt à tel antibiotique, j'ajoute cet antibiotique. On ne prescrit plus
plein d'antibiotiques, dire que, ok, va, si tu trouves Y, tu attrapes, non, on prescrit un pour la soulager, le temps d'avoir les résultats. Maintenant, après, ce sont les femmes elles-mêmes qui se plaisent à payer après, comme quoi j'ai ressenti la même douleur ou encore le même mal. Le docteur m'a prescrit ça, ça a marché. Donc, quand j'ai ça, je vais en même temps à la pharmacie et justement, moi je pense qu'aujourd'hui à la pharmacie, quand vous partez payer un antibiotique et que vous n'avez pas d'ordonnance, on ne vous vend plus. Malheureusement, c'est pas dans toutes les pharmacies. Moi, la plupart des temps... En tout cas, dans toutes les pharmacies où moi je passe, ça passe pas. Malheureusement, ce n'est pas dans toutes les pharmacies. Je me rappelle que j'ai oublié juste l'ordonnance à la maison pour ma fille. J'ai eu beaucoup de mal à avoir le médicament. C'est l'idéal. Mais malheureusement, il y a des pharmacies qui ne se prêtent pas complètement au jeu. Alors, Isabelle, je vais me tourner un peu vers toi. Comment allons-nous faire en ce mois de novembre bleu pour inciter les hommes, les pousser en fait à aller davantage vers l'urologue ou le gynécologue? Moi, je pense déjà que il faut, les ramener au fait que une maladie, ça ne se cache pas. Déjà, c'est ça. Et de deux, quand on écoute son corps et qu'on constate quelque chose, ce n'est pas à négliger. Il ne faut pas dire non, puisque ça n'a pas persisté, je laisse tomber. Si ça revient encore, quand déjà on sent le truc, il faut se lancer. Et aussi de cultiver d'apprendre à voir le docteur de temps en temps. Il y a des familles, par exemple, où chaque mois ou chaque 3 mois, oui, une routine. Voilà, ils vont consulter, c'est-à-dire ils ont un médecin personnel et qui vient, un généraliste qui les consulte sur tous les plans possibles. Et maintenant, s'il y a un problème, le médecin vous dit, va voir le dentiste, par exemple, va voir le cardiologue, va voir, parce que le médecin généraliste a constaté quelque chose. Donc, je sais, on va se dire, il n'y a pas l'argent et tout, mais il faut déjà commencer par avoir cette routine-là, même si ce n'est pas fréquent. De temps en temps, il faut se dire, voilà, c'est important pour moi d'avoir un médecin personnel pour moi ou pour ma famille, si vous avez une famille comme ça. Au moins, vous êtes, je ne vais pas dire à 10%, vous êtes en sécurité. Voilà. Dire. La routine médicale, docteur, c'est tout un problème chez les hommes parce que souvent, c'est eux qui nous emmènent à l'hôpital, qui emmènent les enfants se faire soigner. Et maintenant, quand c'est leur tour, ça rechigne beaucoup à aller se faire consulter. Les hommes sont des super êtres humains. En fait. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas être malades. Ils se disent que c'est à la femme et aux enfants d'être malades. Lui, il n'a pas le droit d'être malade. Moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est aussi de dire aux hommes que l'automédication, c'est ce qu'on dit, non, n'est pas très bonne, puisque déjà, peut-être que vous avez un début de cancer et que vous sentez la baisse de votre libido. Au lieu d'aller voir un médecin, vous allez chercher un produit que quelqu'un a présenté peut-être sur TikTok. Voilà, ça c'est très bon pour avoir l'érection pendant longtemps et tout. Donc le monsieur part payer ce produit-là et commence par se traiter lui-même sans savoir même que ce qu'il est en train de traiter est causé par autre chose. Donc ce que moi je dirais aux hommes ce matin, c'est de ne pas déjà faire l'automédication et à tout problème il faut aller voir un médecin tout simplement, et même pas, comme je disais, il faut même pas attendre le problème, mais il faut s'aimer, puisque c'est vrai vous êtes le Superman de la famille mais si la maladie vous abat et c'est fini. On ne le souhaite pas, mais si par exemple vous n'êtes plus, qui va prendre soin qui sera le Superman de la famille? Donc en tout cas, c'est ce travail que nous avons à faire tout ce mois de novembre bleu, les inciter à aller se faire consulter. Souvent aussi les bobos au niveau de la partie génitale chez les hommes, c'est pas aussi récurrent ou fréquent que chez les femmes. Souvent chez eux, c'est un peu caché, n'est-ce pas, docteur? Ils ne ressentent pas vite le malaise et donc ils se disent non, tout va bien, jusqu'à ce que ça ne devienne grave ou peut-être gravissime même. Ouais. Vous voyez,
Dieu en créant l'homme et la femme, nous les femmes, tout est cosy, tout est ratatiné là-bas. Donc dès que j'ai une petite infection, alors j'ai une mauvaise odeur, le corée change de couleur, ou bien c'est plus abondant, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, chez les hommes, ça prend du temps pour s'installer. C'est-à-dire, ils vont traîner le mal pendant une longue période. Oui. Et quand ça commence pas à se manifester, c'est que peut-être on est déjà très loin. C'est donc là l'importance de se connaître, mais surtout d'aller à l'hôpital. L'automédication, moi je ne vais même pas dire que ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut oublier ça. On va vous dire par ici gros pénis par là, on va vous dire grosse fesse par ici. Tout ça, attention. Parce que malheureusement, ce sont ces petits trucs-là qui font aussi augmenter le risque. Oui, qui augmente les cas de cancer ici dehors. Je vous assure. Vous prenez un truc, vous ne savez même pas c'est constitué de quoi. Mais parce qu'on vous a dit que ça vous rend plus viril, vous prenez. Entre-temps, vous pouvez me faire un arrêt cardiaque. Ah, ouais. C'est vrai aussi. Oui. Les gens voient juste le côté où j'ai un gros pénis, j'ai une érection plus dure. Fesses, je peux durer, mais attention, est-ce que ton cœur peut supporter cela? Un homme, par exemple, de 60 ans ne va jamais vouloir avoir la même érection qu'un homme de 25 ans ou bien de 20 ans. Ouais. Attention, on grandit, on s'adapte et on s'améliore et surtout on s'écoute. Donc, comme elle a dit, c'est vraiment, faisons attention à ces choses-là. Mais moi, j'insiste encore en ce mois de novembre, nous devons apporter l'information à tout le monde. Ne pas seulement se limiter à Lomé, mais essayer d'atteindre les personnes dans les zones un peu plus reculées. C'est très, très, très important. Oui. Parce que malheureusement, à Lomé, les gens ont l'information. À Kara, les gens ont l'information. À Sokodon, c'est-à-dire dans les capitales de région, les gens ont l'information. Mais lorsque tu traverses un peu seulement, tu vas à Vaughan, ici à côté, là. Même à Tchévier, chez ma grand-mère là-bas, l'information. Tu auras mal au cœur, vous faites quoi. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, quand vous faites ces émissions, par exemple, si vous pouvez faire une émission complètement en langue locale, ce sera parfait. Oui, je pense qu'on va le faire. Oui. En Mina, en Kotokoli. En Kabien, c'est très important. Sinon, on va répéter les éditions, mais les personnes âgées qui nous écoutent ne vont pas forcément cerner ce que nous sommes en train de dire. Alors, la fréquence des rapports sexuels, est-ce que c'est une cause? Parce que ça revient aussi comme question, comme quoi, non, moi j'ai des rapports sexuels fréquents ou réguliers, je ne peux pas avoir la prostate. Non, il ne faut pas qu'on se dise je ne peux pas. Avoir des rapports sexuels fréquents, c'est bon pour notre santé. C'est bien pour notre bien-être. Ça fait qu'on est moins stressé, on est plus détendu, on est plus jovial. Mais ça n'a pas d'incidence directe sur la genèse d'un cancer de la prostate. Ça nous fait du bien. J'ai vu la dernière fois une affiche que 21 éjaculations le mois, quoi. Et moi, j'ai éclaté de rire, au fait. C'est comme on dit aussi aux femmes, laissez vos hommes sucer vos seins. Voilà. Vous n'allez pas faire ça également, c'est un mythe finalement. C'est faux. Qu'on arrête de demander, non. C'est bien d'avoir des rapports sexuels. Ça nous fait réduire le stress, ça nous relaxe, c'est parfait. Mais ça ne réduit en rien. Si on devait faire un cancer de la prostate, ce n'est pas avoir des rapports sexuels qui va éviter cela ou quoi que ce soit. Ne pas en avoir également n'est pas un facteur. Ne pas en avoir, c'est pas... Moi, je dirais, ne pas en avoir n'est pas un facteur. Vous voyez, on veut tellement frapper du doigt ces hommes-là qui ont décidé de ne pas avoir des rapports sexuels comme si c'était la fin du monde. Non. C'est un choix qu'ils ont fait. Tant qu'ils sont bien comme ça et qu'ils ne continuent pas à s'écouter normalement, il n'y a pas de retentissement direct. D'accord. Normalement, non. Isabelle voulait dire quelque chose, peut-être au médecin. Non, c'est bon. D'accord. Alors, moi, je poursuis avec ma série de questions sur le cancer. Alors, on a parlé d'âge, c'est vrai, déjà à partir de 25 ans pour le dépistage du cancer du sein, mais est-ce que ça doit être... régulier également, chaque année faire ce dépistage là où on l'a fait en 2025, on peut se dire c'est parti pour dans 3 ans, dans 5 ans avant de le faire. Au fait, en matière de dépistage, il y a des codes qui ont été préétablis. C'est-à-dire quand je fais le premier dosage, c'est parti pour 3 ans, c'est parti pour 5 ans, tant qu'il n'y a pas de manifestation.
D'accord? Parce que parfois, on se dit qu'on n'a pas de manifestation, mais lorsqu'on voit le médecin et qu'on décrit comment nos journées se passent, que le médecin te dit que peut-être ce que vous avez, ça peut cacher telle chose. Donc, ce n'est pas à soi de décider de quand le faire, mais c'est toujours d'aller voir un médecin. Je prends le cas, par exemple, de l'échomammographie. Dans le cas du cancer du sein, on ne le fait pas tout le temps. Quand vous faites la première échomammographie et qu'il n'y a pas d'anomalie, on se dit c'est parti pour 3, c'est parti pour 5 ans. D'accord. Maintenant, si vous revenez dans l'intervalle d'1-2 ans et que vous dites, par exemple, docteur, j'ai remarqué que j'ai mal au sein, je ne vais pas attendre 3-5 ans pour le faire. Immédiatement, je vous redemande cela. Parce que entre le premier bilan que vous avez fait et aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer. D'accord. Il y a un chronogramme qui est bien établi. Mais avec le médecin. Oui. Alors, une fois le diagnostic posé, une fois qu'on vous a dit, voilà, vous êtes atteint du cancer ou encore vous avez des facteurs de risque du cancer, quels sont les principaux traitements que l'on a aujourd'hui? D'accord. En matière de prise en charge du cancer de la prostate, il y a 4 axes de traitement. Il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie et puis il y a l'hormonothérapie. Ce sont les 4 axes de traitement. La chirurgie, elle peut être radicale ou alors conservatrice, c'est-à-dire on n'enlève pas toute la prostate, on enlève juste une partie de la prostate, d'accord? C'est le premier temps de l'examen. Après, on peut vous faire une chimiothérapie, c'est d'envoyer des drogues pour aller tuer les cellules cancéreuses, parce que lorsqu'on vous dit oui, c'est un cancer, on fait un bilan d'extension. Est-ce que le cancer, il est juste localisé à la prostate ou bien il y a déjà des métastases? Donc, c'est dépendamment du type de cancer, parce qu'il y a des cancers hormonodépendants, comme il y a également des cancers non hormonodépendants. Ça dépend du type de cancer, du stade de la maladie. Donc, la chirurgie, elle est là. Il y a la chimiothérapie, il y a l'hormonothérapie et on finit par la radiothérapie pour aller dire si, entre-temps, il y avait des petites lésions qui étaient restées, qu'on n'a pas pu atteindre avec la chirurgie, la radiothérapie va brûler le reste de cellules. Est-ce qu'on a une option de choix? Ce n'est pas une option de choix. Quand vous venez en consultation, on vous dit votre cancer, c'est un cancer hormonodépendant, vous êtes à un stade 3, ainsi de suite. Voilà comment va se faire le traitement. On ne choisit pas. Le traitement de M. Kodjo, ce n'est pas le traitement de M. Kofi. Vous voyez? Donc, chaque personne avec son traitement. Mais à Lomé, actuellement, tous les traitements sont possibles. J'ai envie de demander si y a des effets secondaires, mais je crains de freiner un peu l'élan des gens. Non, il y a des effets secondaires. Même le simple fait de se lever de son lit le matin, rien ne nous dit qu'on ne va pas tomber. Nous sommes d'accord? Oui. Quand je prends un verre d'eau, rien ne me dit que je vais boire, ça va directement aller. Donc, rien n'est safe 100%. La chimiothérapie, tu vas perdre des cheveux, tu seras faible, ainsi de suite. L'hormonothérapie, c'est même ça le traitement assez lourd parce que ça fait que tu es comme une femme qui est en périménopause. Tu as des bouffées de chaleur, tu es irritable, tu as des palpitations, oui. Donc, vous imaginez un homme qui a des symptômes de la périménopause, comment il peut se sentir très mal dans sa peau. Oui. Et puis, pour finir, la chirurgie qui va venir abaisser encore un tout petit peu la virilité. Ah, voilà. C'est ce dont nous parlons et qui empêche parfois d'aller vers le traitement. Isabelle? Oui, j'avais une question. Je veux dire, malheureusement, c'est une maladie qui tue. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut dire, là, c'est fini, on ne peut rien? Ok. Nous, en tout cas, nous, on ne dit jamais que c'est fini. On essaie toujours de vous accompagner. On fait les soins palliatifs. Lorsqu'un homme vient, par exemple, avec un cancer qui a déjà envoyé des métastases partout, nous sommes clairs qu'on est à un stade terminal. Parce que ce n'est pas toujours évident de rattraper. Vous imaginez, vous avez des métastases au niveau des poumons. Donc, c'est les poumons qui vous aident à respirer. Vous avez des métastases au niveau du foie. Le foie vous aide à éliminer les toxines. Donc, ça fait que quand on est à un stade 4 de la maladie, on se dit que les dés sont jetés. Et on fait ce qu'on appelle les soins palliatifs. Parce que même dans la prise en charge, il y a la prise en charge optimale au début. Maintenant, en fin de vie aussi, il y a l'accompagnement. Mais dans cette prise en charge, ce n'est pas seulement l'oncologue ou bien l'urologue qui le fait. Il faut également un psychologue.
Parce que vous annoncez que vous avez un cancer, ce n'est pas évident. Il faut que le cercle autour de vous soit également présent, mais présent de manière positive. J'allais demander quel est le rôle de l'entourage, dans l'accompagnement de ce monsieur malade. L'entourage a un rôle très important. Parce que de la même manière que le psychologue doit accompagner le malade, il doit également accompagner la famille. D'accord. Parce que vous imaginez, vous aviez une routine d'intimité, par exemple, 3 rapports sexuels, 4 rapports sexuels par semaine. Mais vous vous rendez compte que votre mari n'arrive même plus à assumer un seul rapport par semaine. Ça fait que si toi, la femme, tu n'es pas préparée à cela, tu peux être tentée à aller voir ailleurs ou à dire, mais ce monsieur-là, il ne me sert plus à grand-chose. Mais parce qu'on vous a fait asseoir tous les deux et qu'on vous a expliqué que le traitement qu'on veut faire à votre mari, voilà ce qui peut avoir comme complication, bien comme effet secondaire. Vous êtes assez préparé, d'accord? Il y a les enfants aussi qu'on doit préparer. Parce que papa, des fois, il est tout le temps disponible. Mais à cause des traitements, il peut être fatigué. Tout le temps, il ne pourra plus être très présent. Donc, il faut qu'on accompagne toutes ces personnes-là. Et à côté, il faut aussi une nutritionniste ou bien un nutritionniste. Parce que ces traitements-là abattent. Il faut qu'on vous mette une alimentation assez optimale qui va vous permettre de ne pas être trop fatigué, mais de récupérer un peu plus rapidement. Et on peut aussi peut-être voir également des sexologues qui peuvent, après tout ça, vous accompagner afin de rétablir un bon train-train intime avec votre femme. Dans la prise en charge du cancer de la prostate, il faut une prise en charge holistique, c'est-à-dire tous ces acteurs-là doivent être présents pour que l'accompagnement soit de manière... soit efficace, en fait. Je pense que c'est une question de moyens aussi. Existe-t-il des associations ou groupements ou je ne sais pas qui soutiennent, qui accompagnent les malades du cancer de la prostate? Alors, au Togo, je connais... je ne sais pas si c'est une association, mais il y a Bébé Trésor. Je pense que c'est une organisation, c'est une chaîne. De Christelle voilà. Anindom qui... Je sais qu'elle sensibilise beaucoup et tout. Mais lorsqu'on dit accompagner ces personnes-là, il faut savoir que prendre en charge un cancer, c'est beaucoup d'argent. Alors, est-ce qu'une association qui... Quand je parle d'aide, c'est peut-être nous orienter dans la façon de faire cette prise en charge, que ce soit moins holistique ou moins onéreuse pour la personne. Hein. Alors, je dirais, à ma connaissance, en dehors de la Ligue togolaise de lutte contre le cancer, il y a une association. Ce matin, j'écoutais le journal, on m'a parlé d'une association, mais je ne connais pas l'association. Il y a une association qui a été citée. D'accord. Mais je dirais que toutes ces associations-là sont vraiment là pour la sensibilisation. Parce que l'accompagnement en soi, vous prenez par exemple, je ne maîtrise pas les chiffres en matière de cancer de la prostate, mais pour le cancer du sein par exemple, juste pour poser le diagnostic, il faut compter environ 350 000. L'association a combien de fonds, par exemple, pour se dire que je vais accompagner 10 hommes ou bien 3 hommes qui sont dans le cas, je vais les aider jusqu'au diagnostic. En fait, c'est parfois là que le souci se pose. Parce que malheureusement, on n'est pas formé au plaidoyer en termes de vie associative. On n'est pas formé à la levée de fonds, à comment tchatcher un partenaire pour qu'il puisse nous donner des fonds. Malheureusement, c'est un travail que plusieurs associations doivent faire sur elles-mêmes pour pouvoir vendre leurs projets. Parce que malheureusement, oui, on a des projets à fort potentiel localement, mais qu'on n'arrive pas à vendre et avoir des financements. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a des milliards, qui attend juste de fleurir ce projet-là pour pouvoir aider, pour injecter de l'argent. Mais parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on n'arrive pas à accompagner ces personnes de manière optimale. Donc faisons un travail, répertorions, mais surtout parlons de ce que nous faisons. Je fais une campagne par exemple, j'arrive à sensibiliser 1000 personnes, je dois parler de ça. J'aime beaucoup les anglophones parce que même s'ils font une action sur 10 personnes, je vous assure, ils vont parler de cela comme si c'était quotidiennement. C'était une merveille. Vous dire ça tellement que vous allez dire. On est tellement dans l'humilité, dans le non, on va dire pourquoi c'est toujours toi qui es devant. Non, quand tu arrives à atteindre 1000 personnes, il
il faut dire. J'ai fait tant. Ça va motiver. J'ai atteint tant. Mais j'ai été bloquée ici. Oui. Et j'ai besoin d'appui pour pouvoir passer à tel. On se dit, cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Donc, on peut l'accompagner pour quitter d'ici à ici. En quittant d'ici à ici, j'ai pu poser le diagnostic. Maintenant, pour la prise en charge, je suis bloquée. J'ai besoin d'accompagnement. On va vous accompagner. Oui. Mais tant que vous ne faites pas valoir ce que vous faites, je vous assure que vous allez faire des merveilles. Mais malheureusement, vous serez toujours bloqué. Donc, il n'y a pas un organisme actuellement qui accompagne de manière holistique ces femmes ou bien ces hommes. Mais ça va venir. D'accord. Déjà, côté femmes, avec une association où je suis le médecin conseil, on essaie vraiment de faire cela pour ces femmes-là. Et bien, côté homme aussi, il va falloir y penser. Il va falloir également y penser. On se disait que pourquoi pas ne pas intégrer nos ventres bleus dans nos habitudes, parce que nous, c'est vraiment conseil gynécologique. Mais on est en train de réfléchir. Pourquoi ne pas intégrer nos ventres bleus dans nos habitudes? Mais comme moi, je suis gynéco, peut-être on va prendre un urologue pour s'ajouter à l'association. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclaircissements. Malheureusement, le temps incompté dans cette émission est passé rapidement. Alors, quel sera votre message à l'endroit des hommes qui hésitent encore à se faire dépister? N'hésitez pas, s'il vous plaît, parce que remettre à demain une consultation, c'est peut-être réduire votre durée de vie et de bons moments avec votre famille. Allez vous faire consulter. Ce n'est qu'en se faisant consulter qu'on pourra vous dire oui, vous avez la maladie ou bien non, vous n'avez pas la maladie. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est de prendre soin de vous. Votre santé, c'est tout ce que vous avez. Et arrêtez de trop chiller. De temps en temps, prenez un peu d'eau. D'accord. Merci beaucoup. Isabelle, le mot de la fin pour aujourd'hui. Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est aux hommes, s'ils arrivent quand même à aller se faire consulter et tout, il faut qu'ils prennent au sérieux le traitement qu'on leur donne, qu'ils respectent tout ce qu'on leur dit. Puisque une chose est d'aller se faire consulter et tout, mais une autre chose est de vraiment respecter ce qu'on vous demande de faire pour pouvoir guérir. Donc, merci Isabelle, merci Dr Kenyé. C'est la fin de cette émission. Moi, je dirais tout simplement que nous venons de déconstruire plusieurs préjugés, à savoir d'abord que le cancer de la prostate est un cancer des personnes âgées. Aujourd'hui, vous l'avez écouté, le docteur a dit qu'à 35 ans déjà, on peut parler de cancer de la prostate. Alors, ce n'est plus une affaire des personnes âgées. Prenez soin de vous en ayant une bonne hygiène de vie. Ça passe beaucoup plus par la nourriture que par toutes ces drogues et alcool que nous ingurgitons. À quel effet, je ne sais pas. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver mercredi pour un deuxième numéro de la balade matinale. Très belle semaine à tous et à chacun. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.